Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. On va réaliser ce tutoriel, si on veut, toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5, en tout cas c'est cette version que ça va concerner. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que comme vous le voyez à l'écran, ça va être beaucoup de présentations et d'explications sur les fondamentaux d'Unreal Engine et surtout les composants principaux qui composent un jeu, et c'est important de comprendre ces notions avant de commencer à développer. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo à ce sujet. Je vous rappelle également que j'ai ouvert un serveur Discord pour que vous puissiez proposer des tutoriels et échanger avec les autres membres de la communauté, donc surtout n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description de la vidéo et sur la chaîne. Et bien écoutez, si vous êtes prêts, on commence. Très bien, on est parti. Alors, les composants principaux d'un jeu, ce sont ceux que vous voyez à l'écran. Donc le game instance, qui est un peu le composant maître de tout, celui qui orchestre un peu le tout. Ensuite vous avez le game mode, qui globalement définit les règles. Vous avez le player character, qui est celui que vous connaissez probablement le mieux, puisque quand vous démarrez à partir d'un template, c'est celui qui s'appelle soit BP third person, soit BP first person. On en a déjà vu pas mal ensemble. C'est la représentation dans le monde de votre personnage. Le player state, alors lui, c'est probablement celui que vous connaissez le moins, et pourtant il existe, et c'est pas pour rien. C'est qu'en fait, lui, c'est plutôt tout ce qui concerne les informations du joueur qui sont stockées dedans. Donc c'est lui qui joue ce rôle-là. Et enfin, le player controller, que vous connaissez sans vraiment le connaître, parce que dans les templates de base, il n'est pas exploité. Et en réalité, c'est lui qui définit les contrôles du joueur, comme son nom l'indique. Pour que vous compreniez un petit peu mieux, je vous ai fait ce petit schéma qui est assez parlant. Donc on a le game instance qui persiste entre les niveaux et qui contient les données globales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez, et vous aurez forcément un jeu avec plusieurs niveaux à l'intérieur, puisque vous avez souvent au moins le main menu et la partie jeu, et en fonction du type de jeu que vous faites, vous avez probablement plusieurs niveaux qui s'enchaînent les uns après les autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que concrètement, le seul composant d'un jeu qui vous permette de conserver des données d'un bout à l'autre du jeu, c'est le game instance, c'est son travail. Ensuite, en dessous de lui, on a le game mode. Le game mode, on l'a déjà vu également, vous en avez généralement 2, voire 3. Mais plus globalement, vous en avez 2. Vous en avez un pour les menus et vous en avez un pour le jeu. Comme son nom l'indique, c'est un game mode. Donc c'est lui qui définit les règles du niveau dans lequel vous vous trouvez. Si vous vous rappelez bien, dans Unreal, on va le voir tout de suite après, vous pouvez définir pour chaque niveau un game mode différent qui vous permet d'avoir des conditions différentes de ce qui va se passer dans le niveau. Ça, c'est le rôle du game mode. Ensuite, comme je l'ai dit, vous avez le player controller. Lui, son travail, c'est normalement de recevoir les inputs. Donc quand vous appuyez sur une touche, c'est lui qui va réagir en fonction de la touche qui est enclenchée pour contrôler votre personnage. Donc, contrairement à ce qu'on a dans les templates de base qui ont été faits de manière simplifiée, où toutes les interactions, toutes les interactions en réponse à une touche sont situées dans le player character, normalement, ce n'est pas là qu'elles vont, mais dans le player controller. Et le player character réagit selon les informations que le player controller lui fournit. Le player state, comme je vous disais tout à l'heure, lui contient les informations du joueur. Généralement, un score, l'inventaire. Donc là, il y a plusieurs manières de faire en ce qui concerne l'inventaire, mais ça, on le verra dans les playlists dédiées. Mais vous avez, on va dire, les inventaires légers. Donc vous avez très peu de choses à gérer. Dans ces cas-là, vous pouvez les coder en dur dans le player state, même si ce n'est pas ce que je recommande. Et après, dans des cas comme nous, avec l'inventaire qu'on est en train de faire dans notre playlist, on fait ça dans un actor component et on l'attache non pas au player character comme on l'a fait jusqu'à présent, mais au player state.
Il permet également, quand vous faites du multijoueur, de gérer une équipe, une couleur, tout un tas de choses qui concernent votre personnage dans l'univers multijoueur. Et enfin, le player character, comme je vous ai dit, hein, lui il est visible dans le monde, c'est le corps de votre personnage, c'est ce à quoi il ressemble, et vous allez voir qu'il a d'autres fonctions. Si ces trois choses existent pour définir un personnage, ce n'est pas pour rien. On commence par le game instance. Son rôle, comme je vous l'ai dit, c'est de persister entre les niveaux. Si vous voulez, c'est une mémoire centrale. Une fois qu'on met une donnée dedans, elle est conservée tant que le jeu est lancé et jusqu'à ce qu'on la modifie. C'est parfait pour tout ce qu'on veut garder entre plusieurs niveaux, comme par exemple le nom d'un joueur, le nom que vous voulez donner, par exemple sur un système de création de jeu, de création de personnages, pardon, on vous demande très souvent le nom de votre personnage. Cette information-là, vous allez la stocker dans le game instance pour qu'elle persiste à travers tous les niveaux du jeu. À l'inverse, ouais, parce que en gros, à l'inverse du game instance, si vous voulez, le game mode ou le caractère, eux, quand vous passez d'un niveau à l'autre, ils sont détruits entre deux. Alors vous, c'est une action que vous ne voyez pas, même en tant que développeur, vous ne le voyez pas, mais la dure réalité, c'est ça. C'est que quand vous passez d'un niveau à l'autre, en faisant un open level, en réalité, vous détruisez le game mode, vous détruisez le caractère, et au moment où vous passez dans le niveau suivant, ils sont reconstruits. C'est comme ça qu'on peut passer d'un game mode à l'autre en un rien de temps, mais malheureusement ça affecte aussi le personnage. Donc si dans un premier niveau vous aviez des informations stockées dans l'un ou dans l'autre, ils ne seront pas transposés dans le niveau suivant. Pour que vous compreniez un peu mieux, je vous propose de vous montrer ça directement dans Unreal. Bien, nous voilà dans Unreal Engine. Donc là j'ai simulé un environnement de menu principal en gros, ou de création de personnages, appelez ça comme vous voulez. Ici, on nous demande le nom de notre personnage, donc celui qu'on veut conserver. Donc je vais mettre mon pseudo et je vais valider. Quand je valide, j'arrive dans mon niveau suivant et vous voyez qu'en haut à droite, mon nom a bien été gardé. Et je vais vous montrer que je ne triche pas. C'est celui-là. Si je relance et que je mets test, non, et que je valide, vous voyez que là-haut, c'est bien mon test non qui est apparu. Pour que vous puissiez voir exactement comment ça fonctionne, si je viens ici et que j'ouvre mon game instance, en réalité, je n'ai pas grand chose dedans, si ce n'est que j'ai une variable playerName, qui est de type string, et une fonction setPlayerName, avec un playerName en input, qui simplement set la variable stockée dans le game instance. Et cette variable, comment est-ce que je la charge? C'est directement dans l'UI. Ici, vous voyez, j'ai un WPP setPlayerName qui est initialisé au début du niveau. Et j'ai une fonction à l'intérieur qui est toute simple. On recherche le game instance, donc au moment où on appuie sur le bouton, hein, on appelle le game instance avec un get, on le caste pour être sûr que c'est bien un game instance de type BP game instance, on appelle la fonction setPlayerName que je vous ai montré juste avant qui est à l'intérieur, et on lui passe une valeur pour le playerName. Donc là en l'occurrence, je la récupère dans mon champ éditable, je transforme ça en texte, et je passe le texte au playerName au format string. Ensuite, je supprime mon widget de l'écran et j'open mon level premier niveau qui est celui que vous avez vu. Et vous voyez, je ne vous ai pas menti, c'est bien un autre niveau. Et pour que vous compreniez mieux, ça va préparer la suite. Vous voyez, ici,
dans les world settings de ce niveau, je précise bien, vous voyez que j'ai un BP Play GM pour Game Mode. Si je reviens dans mon niveau de base qui est le third person, vous voyez que dans les world settings, dans le Game Mode Override, ici, j'ai BP Main Menu GM. Donc ce ne sont pas les mêmes. Si vous êtes prêts, on retourne sur les slides du Game Mode pour que je vous explique ça. Bien. Ça, c'était le Game Instance. Maintenant, le Game Mode. À quoi est-ce qu'il sert? En fait, il sert à pas mal de choses. Premièrement, il définit quel personnage on va jouer dans le niveau où on se trouve. Donc, quel player character. Il définit le contrôleur à utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est possible que vous ayez par exemple un même personnage qui ait différents contrôles en fonction du niveau dans lequel il se trouve. Vous pouvez par exemple, je vais donner un truc bête, mais vous avez des contrôles sur Terre, vous avez un niveau donc sur la terre ferme, vous avez un niveau sous l'eau. Bah, quand vous êtes sur Terre, vous avez des contrôles spécifiques, quand vous êtes dans l'eau, vous avez d'autres contrôles. Bah, par exemple, ça peut être deux player contrôleurs, et quand vous êtes dans le premier niveau, votre game mode dit OK, ici tu utilises ton player controller terre. Quand vous êtes dans le niveau avec de l'eau, vous lui dites OK, utilise simplement le contrôleur eau. Le personnage, lui, c'est le même player character, mais avec des contrôles différents, et il agira différemment en fonction de ce que le contrôleur lui demande de faire. Il définit aussi le HUD à utiliser, même si sincèrement, cette fonctionnalité-là, moi personnellement, je ne m'en sers jamais, parce que les HUD, je les appelle dynamiquement et manuellement depuis le player controller. Dans certains cas, il peut aussi définir la logique de victoire et de game over. Par exemple, dans les TPS. C'est le cas typique. C'est-à-dire que vous êtes dans un niveau, il y a une condition de victoire, par exemple, je sais pas moi, atteindre une zone, tuer tant d'ennemis, bah, c'est le game mode qui va définir ces conditions-là. Et par exemple aussi, si votre vie tombe à 0, vous êtes mort, vous prenez un game over. Ça, c'est le game mode qui gère ça. Pour que vous compreniez mieux, on se retrouve dans Unreal et je vous montre ça en direct. Bien, retour dans Unreal. Comme je vous disais, au niveau du game mode, chez moi ils sont ici, vous voyez, j'en ai deux. Je vais les ouvrir tous les deux pour que vous compreniez. Alors celui-ci, c'est celui pour le menu principal. Ce que vous pouvez constater, c'est que quand je lance mon niveau ici, je n'ai pas de personnage. Je n'en ai aucun et je ne peux pas bouger. Elle se fait parce que ici, dans mon BP main menu game mode, au niveau du pawn class, j'ai retiré, enfin je l'ai mis à none, donc à rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Eh bien que aucun personnage n'est jouable durant ce game mode, tant que ce game mode est actif. Au niveau du player controller, j'ai laissé le player controller standard, mais j'ai bloqué les mouvements d'une autre manière. En soi, vous pourriez aussi le retirer, mais moi je vous conseille de le laisser. En ce qui concerne le BP Play Game Mode, celui-ci, c'est le game mode de jeu. Donc quand vous êtes dans le monde, que vous pouvez vous déplacer, jouer, etc. Pour ceci, vous voyez que j'ai des configurations spécifiques et personnalisées. J'ai un player controller de type qui s'appelle BP Player Controller, donc c'est celui qui est custom, que je vous montrerai plus tard. Vous avez un BP Player State qui est un custom aussi, que je vous montrerai après. Le fameux HUD ici, donc que je laisse toujours sur HUD de base. Et en default pawn class, vous avez bien le BP Third Person Character, qui me permet, quand je suis dans le monde, d'avoir visuellement ce personnage-là quand je joue dans un niveau où le game mode est BP Play GM. Tout simplement. Et pour l'affectation dans les niveaux, comme je vous l'ai dit,
vous ouvrez les World Settings. Donc si vous ne les avez pas, c'est ici, me semble-t-il, World Settings. Et dans chaque niveau, vous pouvez accéder ici à Game Mode. Et dans Game Mode Override, vous pouvez tout simplement passer de l'un à l'autre. Et automatiquement, vous voyez, regardez, si je passe ici en Third Person Game Mode, vous voyez que toutes les valeurs sont récupérées depuis le Game Mode lui-même. Je vais remettre Main Menu et Save All. Bien, et bien si c'est bon pour vous, on passe à la suite, et ça va être le Player Controller. Alors, le Player Controller. Pardon. Son rôle, c'est gérer les inputs, donc les déplacements, la caméra, les interactions. C'est lui qui fait le lien avec le player character, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les réactions en fonction des inputs sont envoyées au player character qui réagit en fonction d'eux. C'est également lui qui s'occupe de l'affichage des menus, du HUD, de la pause, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi je ne modifie pas le HUD dans le game mode, je gère tout dynamiquement depuis mon player controller. Et vous avez également donc le contrôle de la caméra, bien évidemment. Par défaut, Unreal place tous les inputs dans le player character, mais c'est pas logique, et eux-mêmes n'ont pas construit ça comme ça, c'est-à-dire que le système des personnages dans Unreal n'est pas conçu pour fonctionner de cette manière. C'est le contrôleur qui est censé recevoir les actions et agir en fonction. Je vais vous montrer ce que ça donne, parce que du coup dans le modèle que je vais vous montrer, c'est ce que je fais généralement moi dans mes jeux. Je déplace en tout cas quand je pars d'un template, je déplace la structure des inputs initiales qui est stockée dans le player character pour le mettre dans un contrôleur. Si vous êtes prêts, je vous montre ça tout de suite. Bien, retour dans Unreal. Ici, j'ai mon player controller custom, celui que vous avez vu tout à l'heure dans le game mode. Donc, vous reconnaissez certainement ce schéma ici. Alors, il a subi quelques petites modifications puisque du coup, la structure initiale dans le third person character n'est pas tout à fait la même. Donc il faut faire quelques modifications, mais ça je vous propose de vous le montrer plus tard dans une vidéo dédiée. Et si je regarde dans mon BP third person character, bah, vous voyez que mon event graph, il n'y a plus rien. D'ailleurs, je peux même dégager les fonctions qui sont ici. Et en soi, je pourrais même retirer l'interface parce qu'elle aussi, elle n'a pas à être là. Mais si je reviens dans mon player controller, vous voyez que toutes mes fonctions sont ici. Et mes inputs sont là. Qu'est-ce que ça implique? Par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, si on reprend mon exemple, admettons que celui-ci, donc ça c'est le BP Third Person Character que vous connaissez, hein, qu'on a l'habitude de voir ensemble, celui-ci pourrait très bien être le player controller quand vous êtes sur Terre, et vous pourriez très bien avoir un autre player controller, avec par exemple ici à la place de Move et Aim, vous pourriez avoir Swim pour nage, avec les commandes ici, pardon, qui permettent de nager. Voilà, tout simplement. C'est à ça que sert le player controller. Et comme vous pouvez le voir, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est que ceci, c'est l'affichage du HUD classique que vous avez vu tout à l'heure quand je rentre dans mon niveau. Là, je vais marquer tuto, valider. Donc vous voyez, hein, mon nom est bien là-haut. Et le HUD avec justement tuto et la barre de vie en dessous, c'est ce fameux HUD qui est déclenché depuis le player controller. Tout simplement. C'est lui qui gère ça. Ok. Et bien si c'est bon pour vous, on passe à la suite. Le player character. Toutes mes excuses, j'ai dit player character, mais c'est le player state d'abord. Alors, son rôle à lui, c'est de retenir les informations du joueur, donc le score, le nombre de vies,
son inventaire, comme je vous disais tout à l'heure, son équipe, sa couleur, son classement. Alors ça, c'est plus pour du multijoueur. Il a un statut persistant entre un respawn ou un changement de personnage. Qu'est-ce que ça veut dire? Admettons que vous avez un personnage dans un TPS, ou enfin n'importe quel type de jeu en fait, qui meurt. Le personnage, lui, il est détruit. Mais ces informations, on n'a pas forcément envie qu'elles disparaissent. Surtout, je vous donne un autre exemple, vous êtes dans un MMO, pas dans un MMO, mais dans un FPS, on va reprendre l'exemple de Valorant par exemple, vous êtes un personnage, vous faites votre bataille, vous mourrez, vous pouvez respawn. Et bien au moment du respawn, Valorant, si vous réfléchissez bien, n'oublie pas si vous avez fait 3, 4, 5 kills avant. Ça, c'est le rôle du player state. Il est persistant entre les respawns, et si vous changez de personnage. Admettons que Valorant vous donne par exemple la possibilité, alors je sais c'est pas le cas, mais admettons que vous ayez la possibilité de passer, je sais pas moi, allez on va dire de Sage à Cypher en plein milieu d'une game, admettons que ce soit possible. Le moment où vous passez à Cypher, on ne veut pas oublier ce qui a été fait quand vous aviez Sage. En tout cas, pas durant une même partie. Donc le player state, lui, il est en charge de conserver les informations d'un bout à l'autre de la partie. Si vous êtes prêts, je vous montre ça directement dans Unreal. Bien. Donc en gros, si vous voulez une définition plutôt simple du player state, c'est un peu la fiche d'identité de votre joueur. C'est-à-dire que même si le personnage meurt, change ou disparaît, cette fiche elle reste liée au joueur et non pas au personnage. C'est ça qui est important à comprendre. Elle est indispensable en multijoueur. En solo, je dirais pas qu'on peut s'en passer parce que elle permet de gérer les données plus proprement. Ça reste très utile quand même. Vous vous demandez sûrement à quel moment il intervient dans ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et bien c'est simple. Vous voyez, si je fais ici un personnage, que je démarre, mon personnage vient de se poser, je suis dans mon monde, et là vous voyez que si je marche sur cette plateforme, j'ai ma vie qui monte, si je marche sur celle-là, j'ai ma vie qui descend, et ainsi de suite. Ça, cette gestion-là de ma vie, c'est mon player state qui la gère. Toute cette information est stockée dans mon player state. Et pour que vous compreniez en détail ce que je veux dire, on va reculer de ce truc, ça m'énerve. On va venir ici dans notre player state qui est là. Et en fait, vous voyez que il n'y a pas grand chose dedans, si ce n'est qu'il y a une variable life points. Pourquoi? Parce que les points de vie concernent mon joueur. Et du coup, on a une fonction qui permet de modifier la vie de notre joueur. Alors, faites pas attention à ça, c'est ce qu'on appelle un event dispatcher, on en parlera plus tard. Ça permet en gros de notifier quelque chose d'autre dans le jeu, qu'une action s'est produite quelque part. Donc, vous focalisez pas sur ça maintenant, mais en gros, cette fonction, elle met à jour les points de vie, puis elle signale à travers cet événement que, ok, c'est bon, je viens de subir une mise à jour. Et qu'est-ce qui se passe après ça? Eh bien c'est facile. Dans mon UI, j'ai mon HUD principal qui est ici. Alors ça c'était au niveau du game instance pour afficher le nom de mon joueur. Donc en fait je récupère dans le game instance que j'ai casté avant la valeur player name, si vous vous rappelez bien, c'est la variable stockée dans le game instance, et je l'affiche. C'est le cadre en haut quand on est en jeu. Et également, au niveau de mon player state, je le récupère, je le caste, je récupère les points de vie qui sont stockés dedans. Là on est dans l'event construct, hein, donc c'est au tout début, c'est pour afficher la vie au moment où le jeu démarre. Là il se trouve que
par défaut, dans mon player state, j'ai réglé les life points à 50 et j'ai déterminé arbitrairement que les points de vie allaient de 50 à 100. Du coup, dans mon HUD, je divise cette valeur par 100 pour obtenir un pourcentage, je la fournis à ma progress bar et c'est comme ça que vous voyez la vie qui bouge en haut de l'écran. Enfin, ça, plus le fait que ça appelle grâce à l'event dispatcher, donc ça c'est un écouteur d'événements. Donc lui, il est là pour dire, pour écouter, et quand l'événement lié, donc à savoir onLifeChange qu'on a vu juste avant dans le player state, envoie une notification, lui il la reçoit et il dit OK. Chaque fois qu'il en reçoit une, il dit OK, très bien, donc je dois faire ça. Et il modifie le pourcentage avec la nouvelle valeur qui est reçue par le player state. C'est là qu'il intervient. C'est toujours le player state qui est la source d'informations fournies au HUD. Enfin, au HUD ou à n'importe quoi d'autre d'ailleurs. À partir du moment où ça concerne la fiche personnelle du joueur, c'est le HUD, c'est le player state qui est utilisé. Et bien si c'est bon pour vous, on passe au dernier, le player character. Alors, le player character, pour faire simple, on va résumer ça en disant que c'est l'enveloppe visible du joueur. Il se déplace, il saute, il touche le décor, mais il ne prend aucune décision. Le cerveau, c'est le player controller. C'est, on peut voir ça comme un acteur sur la scène. Alors là, au sens littéral, hein, un acteur sur scène de théâtre par exemple, il joue ce que le contrôleur, le metteur en scène, lui dit. Et si besoin, on peut changer en cours de partie cet acteur pour en mettre un autre à la place, mais on ne touche pas on ne touche pas à ce qui est joué. Le joueur reste le joueur. Son rôle, c'est les collisions. Important, ça si vous vous rappelez bien, c'est comme ça qu'on détecte par exemple les moments d'interaction. Donc est-ce qu'une interaction est possible ou pas? Ça se fait par rapport à l'enveloppe physique du personnage. C'est aussi lui qui c'est aussi lui qui exécute le mouvement. C'est à travers lui qu'on a l'apparence et l'animation. Pour le moment, on n'a pas encore trop vu ça sur la chaîne, mais on va bientôt s'approcher de cette dimension-là pour changer notre personnage avec des personnages modélisés, des méta-humans, euh, que sais-je, des monstres qui viennent de Fab, etc. Les animations aussi, c'est le player character qui assure les animations en fonction du mouvement. Les interactions avec le monde, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est lui qui interagit avec les objets, avec les triggers. Donc les triggers, je vous les remontre après, ce sont les deux dalles rouges et vertes qui sont posées au sol. La détection se fait sur le personnage. Donc c'est le caractère qui est détecté. C'est lui qui réagit au contrôleur, marcher, sauter, etc. C'est ce que je disais juste avant. Et très souvent, la caméra, elle est attachée à lui. C'est le personnage en jeu, donc l'enveloppe physique, à laquelle on attache la caméra pour le suivi du mouvement. Et bien si c'est bon pour vous, on retourne dans Unreal. Bien. Donc le third person character, le voici, c'est lui. Donc comme vous pouvez le voir, la caméra, c'est ce que je disais, elle est ici. Donc c'est bien notre player character qui gère le contenu de la caméra. Il possède un capsule component qui permet justement de réaliser la détection. Donc tout ce qui touche cette capsule, c'est ça qui déclenche quelque chose, qui permet une détection tout du moins. Et l'enveloppe physique, elle est ici, c'est le mesh qui est à l'intérieur. On pourrait en avoir d'autres. Alors je crois que c'est le même. Non, voilà, ça c'est le masculin, ça c'est le féminin. Donc vous voyez, en un rien de temps, j'ai pu changer mon personnage. Et si je viens en jeu, hop, mon apparence physique a changé, mais pas mes contrôles.
il peut faire exactement la même chose. Le player state est le même. On a exactement toutes les choses qui sont identiques, sauf notre apparence visuelle. C'est uniquement à ça qu'est censé servir le player character, et non pas comme il est livré de base dans les templates Unreal Engine. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est un peu différent d'habitude. Ça fait pas mal d'informations. Si vous avez des questions sur certaines notions que j'ai abordées, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou à venir nous les poser sur Discord. On se fera un plaisir de vous répondre. Euh, ne vous inquiétez pas trop non plus si vous n'avez pas tout compris, car on va voir chacune de ces notions un peu plus en détail au fil des tutoriels sur la chaîne. Donc, pas d'inquiétude. Et bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo si vous avez apprécié, vous abonner à la chaîne, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao ciao!